La mort intéressait les hommes et pas seulement mon père. Il existait une loi spéciale, indépendante de la justice, une loi inconsciente qui régissait leur vie, les assignait à la compétition, à la lutte, à la rivalité, à la provocation, à la conquête, à la soumission, au duel à mort. Pour ça, il n'était pas besoin de traumatisme de guerre ou d'adrénaline folle des situations de paroxysme. Il fallait juste des criminels, autour desquels s'affairaient des collègues du barreau, tous ces gens de la justice que je croisais plus tard dans les coulisses des grands procès, à l'issue desquels, à la perspective d'entendre peut-être prononcer cette peine capitale, toute la salle frissonnait. La mort excitait les hommes. Et le palais, concentré maximum de destins opérés à cœur ouvert, où l'on prononçait toute la journée des condamnations, ressemblait à un grand hôpital où personne ne guérissait jamais. Les fourgons débarquaient les prisonniers dangereux sur fond de sirènes hurlantes et de soldats équipés de mitraillettes. On allait les juger. On les regardait avec un sentiment d'horreur et de fascination, comme si cette violence qu'ils avaient en eux passait directement dans le corps de leurs avocats, qu'ils chargeaient ainsi d'un magnétisme étrange, plus qu'attirant. Mon père n'entra jamais dans cette danse-là. De la vie de tous ceux encore vivants que je crois, c'était un juge à part, qu'on disait tendre. C'était vrai. La tendresse de mon père était première. Cette mort qui excitait tout le monde, il la connaissait de trop près. Sa véritable famille, en vérité, c'était le palais, où il considérait ses collègues comme des frères. À partir des années 1980, j'assistais aux audiences. Et j'y croisais quelquefois des comédiennes célèbres assises aux meilleures places. Cachées dans l'ombre de la salle, elles écoutaient, recueillies comme à l'église, derrière leurs lunettes noires. Les efforts qu'elles faisaient pour rester incognito les rendaient d'autant plus visibles. Et leur silence, tout gonflé d'émotion, attirait la sympathie amusée des ténors du barreau. À côté d'elle, également bien placée, je retrouvais cette excitation d'enfance qui se déclenchait quand mes parents murmuraient au salon. J'y étais. Enfin, je voyais se dérouler ce que mon père racontait à ma mère et à la fin, il y avait le verdict. Un mot sec, sans appel, à la sonorité aussi aiguisée qu'un couperet. J'y étais. Mais ce n'était plus seulement la mort qui m'intéressait. Une dimension supplémentaire s'y ajoutait, identifiée depuis, indissociable du grand frisson. Si les grands criminels captivaient l'atmosphère des procès, cette comédie humaine se déroulait sur fond d'une érotisation sourde et puissante. On y invitait des femmes comme au spectacle, dont la présence galvanisait l'atmosphère, audience à conquérir sur fond d'effets de manche et de virtuosité rhétorique. C'était à qui emportait le morceau, et il arrivait que celles qu'on désirait séduire repartent au bras d'un autre. Les grands du barreau étaient aussi de grands hommes de théâtre, acteurs à l'ego souvent démesurés, que la présence d'un public suspendu au moindre mot qui sortait de leur bouche déchaînait. C'était un fait connu. Pour certains d'entre eux, passer les plaidoiries, rien ne semblait suffire. Appétit féroce, qui leur faisait vouloir toujours plus et qui semblait les tenir en vie plus longtemps que les autres. Ils avaient la réputation de véritables prédateurs. Et quand mon père les saluait à la buvette du palais, je sentais qu'il gardait ses distances. Sans doute existait-il des rivalités qui m'échappaient, des tentatives de conquête intéressant aussi mon père, toujours aussi discret. Je croisais des regards de femmes, collègues sûrs d'elle, qui m'intimidaient, et je l'observais. Amusé, il semblait assister de loin
un spectacle plaisant, auquel il ne prenait pas part. C'est du moins ce que je croyais.